Est-ce que couper la poire en deux est toujours la meilleure chose à faire en négociation? Aujourd'hui, je te propose un autre schéma qu'on a appelé ACAP chez Teamlink qui va te permettre de préserver tes marges et de gagner un maximum de négo. Avant de démarrer, je te cite un petit chiffre pour te faire réfléchir. On négocie beaucoup. Ne crois pas que la négociation, c'est comme dans les films, entre quatre murs, des cigares au bec et une fois par mois. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu es commercial B2B, eh bien, tu négocies tous les jours. On a estimé ça à 7 fois par jour parce que la négo, c'est au quotidien. Quand tu prospectes, tu négocies, tu essaies de placer tes arguments, de placer des dates avec ton client, etc. C'est des négociations, des petites. Quand tu as un projet que tu vois en interne avec tes collègues de la logistique, du bureau d'études, tu vas négocier des délais, etc., etc. Donc, tu négocies tout le temps. Si tu ramènes ça à l'année, 7 fois par jour sur 200 jours, ça te fait 1400 négociations à l'année. Et du coup, on va regarder comment les conduire le mieux possible. Qu'est-ce que c'est la méthode ACAP? C'est 4 lettres qui désignent A pour atmosphère. On va créer une bonne atmosphère. Comprendre le prospect, c'est fondamental. Augmenter notre offre, on va voir comment pour justement pas baisser la marge ou le moins possible. Et enfin, trouver un point d'équilibre où là, on va peut-être devoir ajuster un tout petit peu notre prix. Alors, l'atmosphère, c'est quoi? Ça veut dire concrètement, tu vas créer une atmosphère positive volontairement lors du rendez-vous. Tu sais, c'est pas toujours évident, ni pour toi, ni pour le décideur, de conduire une négociation. Tu as quelqu'un en face qui a aussi des enjeux, même si ça se voit pas, il cache bien leur jeu, mais il a de la pression sur les épaules, donc la négociation est un exercice périlleux pour lui. Donc l'idée, c'est d'instaurer un climat de confiance dès le début. Comment tu vas faire? Eh bien, tu vas arriver et lui dire, écoutez, bonjour François, je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis très content que vous me receviez pour ces négociations. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je vais être le plus transparent possible avec vous et je suis sûr que, eh bien, on trouvera un terrain d'entente. Si jamais c'est pas le cas, eh bien, écoutez, ça arrive, c'est le business, mais en tout cas, je travaillerai dans votre sens pour que ça se passe le mieux possible. Tu vois, rien que ça te positionne tout de suite un climat. Lui il va se dire, waouh, ok, donc finalement, j'ai pas trop de pression. Il est cool, il est transparent. Et en plus, là, le petit élément qui est en creux, si on ne fait pas affaire ensemble, c'est cool aussi. Pression baissée. Dernière parenthèse là-dessus, le message perçu, il va se dire, ok, donc lui, il ne fait pas partie de tous ces fournisseurs pushy. J'ai l'impression que je suis le seul client au monde pour eux. Non, lui, sa entreprise a l'air de tourner, ils ont l'air d'être réclamés sur le marché parce qu'il a d'autres clients. Il ne fait pas le forcing, donc très bonne disposition d'entame. Deuxième lettre, c'est comprendre. C'est la lettre fondamentale dans notre schéma. Si tu essaies de convaincre la personne, tu vas toujours être frontal. Tu vas contre-argumenter, il va contre-argumenter, la tension va grandir, ça va capoter au bout du compte. Donc la logique de comprendre, c'est tout simplement de répondre aux objections avec des questions et non pas des objections. Donc une objection égale une question. Le schéma que je te propose aujourd'hui, c'est donc de la vente d'un terrain de sport en extérieur à une collectivité locale et imaginons que la collectivité te dit écoutez, le terrain est intéressant mais je pense que ça va faire trop de bruit les matériaux utilisés à côté du restaurant qui ne veut pas de nuisance. Et là ton réflexe pourrait être de dire ah non écoutez notre terrain fait pas du tout de bruit, il y a des anti-bruits etc, il n'y a pas besoin de tout ça. Bah non, parce que là ça c'est pas la bonne direction que ça prend. Donc toi tu vas questionner. D'accord. Quand vous dites les nuisances et le bruit, votre terrain, vous le placez à quelle distance de ce restaurant? Ah, on va le placer à 30 mètres. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire, tu vois, je suis toujours dans une logique de question. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va provoquer une nuisance et que ça va provoquer du bruit? Parce que on a 2 terrains déjà installés sur la commune et on voit que finalement, dans un périmètre de 50 mètres, on entend quand même beaucoup les bruits. Quand ça tape sur les clôtures, etc., c'est pas très agréable. Donc, je comprends un petit peu les craintes du restaurateur. D'accord. Est-ce que je peux vous demander quel type de marque vous avez installé et quel matériau? Tu vois, logique de question. On a installé telle marque et le matériau, c'était du métal sur toutes les palissades. Ok. Eh bien, pour information, sachez que nous, on a fait des tests. Déjà,
on n'a pas les mêmes matériaux. On a un mix de métal et de bois, ce qui fait que l'amortissement n'est pas pareil. On a inséré des anti-bruits qui ont été testés par un organisme indépendant. Le bruit ne se répartit pas au-delà de 15 mètres à la ronde. Donc, sachant que le restaurant est à 30 mètres, il ne sera pas impacté directement. Enfin, pour les bruits de ballon, parce que ça existe également, sachez qu'on a un revêtement spécial qui amortit au maximum ces bruits-là. Ça a également été testé. C'est limité à un périmètre d'une quinzaine de mètres également. Donc, dans tous les cas de figure, ça sera bon. T'as compris? J'ai désamorcé d'abord pour ensuite argumenter. Je n'ai pas tout de suite objectivé quelque chose, sinon on serait allé frontal. On a creusé avec des questions, on a essayé de bien comprendre quel est le cœur de la problématique en l'explorant sous 3 ou 4 questions. À partir de là, j'ai centré mon argumentation sur le nœud du problème avec des éléments que j'avais à ma disposition de matériaux ou de marques qui m'ont permis de bien comprendre et de bien argumenter ensuite. Donc la logique de comprendre, tu l'appliques ensuite à ton activité, mais c'est les mêmes ressorts qui s'appliquent. Une fois que c'est désamorcé, on arrive sur le A de augmenter. Et là, ça se joue aussi une partie importante de la résultante. Ici, il faut que tu t'appuies sur les bénéfices réels pour ton prospect. Et ça, il faut que tu les détectes déjà lors du rendez-vous. Vous m'avez dit, cher François, que vous avez des enjeux de fréquentation. Vous voulez que cette zone soit ultra fréquentée par les jeunes pour les occuper, pour qu'ils fassent de l'activité physique. Ok. Et que vous souhaitez communiquer un maximum dans la ville pour cela. Sachez que si nous sommes amenés à travailler ensemble, nous sommes réputés dans le département pour avoir un service communication efficace. Et donc, en collaborant ensemble, je mettrai ce service à disposition. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Et là, ils vont s'occuper de collaborer sur une communication auprès de vos riverains. Ça passera par des panneaux publicitaires, ça pourrait passer par un affichage de chantier. Tout ce que vous avez prévu sera ou serait en tout cas accompagné par notre service de com. Tu vois, à l'instant même, j'ai augmenté mon prospect. Je n'ai pas descendu le prix tout de suite, j'ai cherché à augmenter mon offre. Ça ne m'a pas coûté plus cher. Certes, le service com va passer 2-3 heures avec lui, mais ça passe dans l'enveloppe. Un terrain de sport, ça coûte cher, donc c'est pas ça qui va dégrader la rentabilité globale. Donc là, ça y est, on a la bonne boucle. Et enfin, on arrive sur le P, c'est le point d'équilibre. C'est le moment où, s'il y a des ajustements tarifaires à faire, on va pouvoir négocier un petit peu plus sur cet aspect. Le point d'équilibre, ça veut dire une concession de ta part égale une concession de la part du prospect. Ne cède pas du terrain pour rien. Ok, vous m'avez dit que mon offre vous plaît beaucoup, mais qu'il faudrait que je fasse encore un petit effort de prix pour que ça puisse passer de 5%. Écoutez, cher François, je suis prêt à le faire. À une petite nuance près, j'aimerais un petit engagement également de votre part. Vous savez, on a parlé beaucoup de la communication. Eh bien, dans ce cas-là, si on réduit ce prix, est-ce que vous seriez OK pour communiquer sur nous à travers les mêmes panneaux? C'est-à-dire qu'on ferait un affichage commun et on mettrait également notre marque en avant à côté de votre logo. Est-ce que vous êtes OK? Et là, il va te dire, oh bah écoutez, oui, on peut tester ça. Si j'ai votre réduction à la main, je le fais. Allons-y, clac, et on signe. Ça, c'est une option. Et tu vas pouvoir jouer sur d'autres éléments, d'autres leviers, mais la logique, c'est tu cèdes, tu fais une concession, demande-lui une autre concession derrière. La raison, c'est que ça doit être du gagnant-gagnant et comme ça, tu instaures aussi un rapport qui va déterminer, qui va valoriser ton offre. Je ne cède pas du budget, je ne réduis pas mon offre elle a un prix. Si je vous la diminue, c'est qu'il y a une compensation derrière et c'est un fort message et un bon message qui est envoyé à ton prospect.